Depuis 1989, des centaines d'acteurs du débat public sont venus échanger avec des étudiants et un public toujours plus large. Année après année, tous ceux qui ont participé à la Cité de la Réussite ont modestement essayé d'apporter leur pierre au débat citoyen. Partager des connaissances, s'intéresser, s'étonner, questionner, apprendre et comprendre les autres, telles sont les valeurs simples que nous avons essayé de promouvoir depuis 2 décennies. L'audace est le moteur de tout, cette disposition de l'esprit, cette force en action qui permet de surmonter les obstacles pour améliorer et transformer la société. Dans la conduite et la maîtrise du monde, l'audace n'est pas un programme. Elle nous englobe tous. Elle est une manière d'être, une attitude face à l'action. Cette année, la Cité de la Réussite vous invite à découvrir, partager ou renouer avec l'audace. Et bâtir quelque chose ensemble. On est engagé parce que vivre, c'est choisir. Ça veut dire prendre des risques. La réussite ou le succès, c'est une succession d'échecs qu'on surmonte, qu'on contourne. Il faut apprendre à apprendre. J'ai un rêve d'élever l'humanité par la danse. Quelle est l'œuvre d'art qui a pu transformer les gens autant que, je ne sais pas quoi, les 35 heures ou la retraite? Si ce n'était plus la solution McDonald's qui triomphait. Manger la même chose, penser la même chose dans tous les domaines, ça c'est le contraire de la cohésion. Cette mondialisation est au contraire une grande source de diversité. Je crois aux intelligences collectives. On fait partie d'une unité qui s'appelle l'humanité. Je pense qu'on manque plutôt de tolérance souvent. On peut respecter quelqu'un qu'on n'aime pas, on ne peut pas aimer quelqu'un qu'on ne respecte pas. La France doit comprendre qu'elle est multiple et que la différence est une chance. Chacun sait qu'il constitue un maillon et que si ce maillon faiblit, tout s'écroule. La lâcheté générale à l'égard de la responsabilité politique. Mais l'idée, c'est d'installer que les hommes politiques sont complètement déconnectés des réalités. Nous sommes entrés dans un nouveau siècle et déjà il est en danger. L'expérience, c'est une lanterne qu'on a dans le dos et qui éclaire le chemin parcouru. La lutte contre l'incertitude, c'est ça notre destin. L'avenir va être absolument passionnant. Bien. Nous n'avons pas... Oui, qu'est-ce qu'il y a encore? Qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que vous voulez? J'ai 45 ans, vous en avez 20, monsieur. Oui, je vais demander aux personnes qui sont présentes sur les escaliers de sortir de la salle, s'il vous plaît. Et aux deux... Je suis désolé, c'est la sécurité. C'est incroyable. Hein. Et aux deux personnes qui sont assises ici, de laisser la place aux 2 étudiantes, s'il vous plaît. J'y suis pour rien, c'est la sécurité. Moi, j'essaye de faire rentrer le plus de gens possible. Mais là, vous êtes en train de créer une révolution... Alors que 68, on n'en pouvait plus, quoi, vraiment. Et vous relancez la machine pourrie de mai 68. C'est incroyable. S'il vous plaît, sur les escaliers, je vais vous demander de reculer le plus possible, s'il vous plaît. Pareil pour le monsieur et la dame. Si la sécurité ne repasse pas, vous resterez là. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Non, on va voter. C'est parti. Hein? Alors, est-ce que vous voulez la sécurité ou la cohésion? Qu'est-ce qu'on fait? Les enjeux sont là aujourd'hui. Directive européenne ou Sivens? Normes de sécurité ou chaleur humaine? Alors qu'est-ce qu'on fait?
On démarre, on démarre. Allez. C'est parti, c'est parti. Allez, allez, allez. Alors, une première mise en garde, si vous êtes venu dans cette salle pour rire, c'est pas évident, puisque le rire s'installe là où généralement il n'y en a pas ou il y en a peu. Aujourd'hui, on va en parler avec des gens dont pour certains le rire est un métier, mais c'est surtout des artistes, des intellectuels, des comédiens. Et finalement, il n'est pas évident qu'on se fende la pêche. Et après tout, est-ce qu'on est là pour ça? C'est pas sûr. Les cités de la réussite, c'est pas nécessairement fait pour rigoler. La deuxième chose, c'est que ce sera participatif. Vous avez entendu tout à l'heure, je crois que c'était Ségolène Royal dans la vidéo, qui disait que le monde de demain serait collaboratif, participatif, ou qu'il serait socialiste. Et la troisième chose, c'est que des étudiants qui ont préparé des questions vont pouvoir intervenir. Ceux qu'on voulait chasser tout à l'heure, ou que vous vouliez chasser en leur prenant leur place, eh bien, ils sont restés. Ce sont essentiellement des jeunes femmes. Ne me demandez pas pourquoi. Ce sont des jeunes femmes qui s'y sont mises et qui poseront des questions à nos invités que je vous présente sans plus tarder. On est ensemble jusqu'à 12h30, ce qui est un format devenu rare de nos jours. Et l'audace aussi, c'est de se donner le temps dans une société médiatique où le temps est compté, coincé qu'il est entre la pendule et la publicité pour certains supports. C'est comme ça, mais là on a du temps. Alors, je vais vous présenter les invités de cette Cité de la Réussite. François-Xavier de Maison, qui ne le connaît pas? Bonjour, bonjour. Merci beaucoup. Je suis très heureux d'être ici avec vous, la vraie réussite, et je pense notre présence là tous un dimanche matin. Voilà. Frédéric Bell, qui ne la connaît pas? Bravo. J'ai eu l'audace de me lever un dimanche matin, donc merci d'être là et voilà, nous allons discuter. Voilà. Il faut faire une citation qui va être montée dans le clip. Ouais, on cherche là. On cherche la citation que vous allez retenir. Si vous avez des idées d'ailleurs. Attendez, votre premier dérapage antisémite ou raciste fera très bien l'affaire. Alors, Jean-Michel Ribes. Jean-Michel Ribes, directeur de théâtre, intellectuel, auteur de ce livre qu'il m'a dédicacé juste avant, Les mots que j'aime. Vous pouvez l'applaudir aussi. Je pense que vous êtes rassuré par le fait qu'il est dit intellectuel, ce qui me semble une étiquette pas tout à fait exacte pour moi, mais c'est bien qu'un animateur se trompe dès le début, je trouve. Il faut toujours s'opposer. Il est aussi là pour ça. Il a été invité parce qu'il dirige un hebdo que vous connaissez tous, qui s'appelle Charlie Hebdo, mais parce qu'il est peut-être aussi, à sa façon, l'illustration vivante d'une partie de notre débat, puisque Charb, patron de Charlie Hebdo, à mon extrême droite, est sous protection policière permanente depuis un certain temps. Bonjour Charb. Bonjour. Et puisqu'il fallait un dérapage, Abiker est un fasciste, raciste et censeur. Ouais. Je demanderai à la LICRA de vous poursuivre. Très bien. Alors, je vais vous demander à chacun d'entre vous comment vous recevez ce sujet sur l'audace et l'humour. De donner un premier ressenti comme ça, et puis ensuite les élèves, les étudiants qui ont préparé des questions, on leur passera le micro et ils vous poseront une question à chacun d'entre vous. On ne dit pas poseront, ils vous poseront. Putain, je sens que Rib va me faire chier. Non, non. Je sens que Rib va me faire chier. Ah non, je vous en supplie, Abiker, ne vous fiez pas ici. De loin. Les Trotsko, déjà, vous avez dit des choses ignobles sur mai 68, je vous en supplie maintenant, soyez gentils, soyez un intellectuel. Je ne suis qu'un journaliste. Puisque vous allez la parole commencer, tiens, je vous sens assez en forme. Sur l'audace et l'humour, vous avez 3-4 minutes avant qu'on rentre dans le vif du débat. Quand on vous a invité à ce débat, vous vous êtes dit quoi? Merde. Mais merde, non. C'est le côté, il va me faire chier, merde, enfin, c'est toujours ce truc scatologique, vous partez là-dessus. Non, non, je vous aime beaucoup, je vous aime beaucoup. Non, non, je pense que j'ai eu l'image de... J'ai eu l'image de la fontaine, c'est-à-dire de l'urinoir,
qui a été exposé dans un musée, celui l'urinoir de Marcel Duchamp. Et je me disais, c'est l'envers de tout. C'est-à-dire qu'un ready-made, quelque chose qui est contre la culture, qui est contre, enfin la culture officielle, la culture comme ça talibanisée, la culture, bon, et que maintenant on expose quelqu'un qui était contre dans un endroit où justement il ne voulait pas aller. Ben, l'audace, c'est un peu ça. C'est-à-dire que tout d'un coup, définir l'audace, en faire un sujet comme ça de conférence, me semble tout à fait étrange dans la mesure où j'ai l'impression que l'audace ne peut exister qu'à partir du moment justement où elle ne se définit pas, où elle est hors des structures un peu emprisonnantes de la raison, et c'est quelque chose qui est libre et qui doit comme ça s'envoler sans qu'on la maîtrise. Je pense que c'est ça l'audace, parce que l'audace c'est le fondement de la liberté, et sans capacité d'aller contre les certitudes, de détruire les raisonnements, de ne pas se mettre dans quelque chose qui est une route déjà tracée, ce que je suis en train de faire, comme vous le voyez, il n'y a pas d'audace. Donc j'ai l'impression qu'on est en train ici de parler d'audace, finalement, en la réduisant à rien, parce que je ne pense pas qu'on va être audacieux en la définissant. Voilà, je pense que tout ça est très drôle, puisqu'il voulait qu'on fasse... Vous n'allez pas nous planter le débat dès le début. Non, je ne le plante pas. Que vous m'insultiez, d'accord, mais... Ah non, c'est trop facile. Pas... Non, je l'ai fait un peu au début, mais non. Non, mais puisque vous m'avez dit que j'étais un intellectuel, j'y vais. Non, je crois qu'il y a quelque chose de comme ça. Puisque vous disiez du mal sur mai 68, je pense que cet endroit, moi je suis un vieillard, donc j'étais là en mai 68, et là il y avait de l'audace. C'est-à-dire qu'il y avait quelque chose de totalement hors des capacités de compréhension. Il n'y avait plus rien à comprendre, il y avait quelque chose qui nous permettait d'aller ailleurs. Et là, il y avait un moment d'audace qui n'était pas maîtrisé. Ça a duré 15 jours, hein, pas plus. Mais je sentais que là, il y avait quelque chose où tout d'un coup, personne ne pouvait arriver à maîtriser cette histoire qui était un jaillissement joyeux, quelque chose qui pétait la réalité. Car en réalité, c'est ça l'audace, c'est de refuser la réalité. Vous savez, cette réalité qu'on doit regarder en face. Moi, je pense qu'on n'est pas obligé de la regarder en face. Skutner, qui était un surréaliste belge que j'aimais beaucoup, disait qu'il faut la regarder en farce. Eh bien, je pense que l'audace, c'est de refuser la réalité. Voilà. Et là, on est en plein dedans, donc je ne sais pas comment faire pour... casser cette réalité, à part peut-être dire 2-3 choses sur Abiker, mais ça n'a pas non plus grand intérêt. Voilà, j'ai fini. Ou vous pourriez vous mettre nu. Oui, j'y avais pensé, mais d'un autre côté, vous savez, après, c'est compliqué. Mais vous avez raison. C'est vrai que quand moi j'ai reçu le débat, on m'a dit il faut faire humour et audace. Je me suis dit, c'est pour ça aussi qu'en lançant le débat, j'ai dit on n'est pas obligé de vous faire rire, parce qu'avec un sujet pareil, c'est comme s'il fallait faire du vélo sans pédaler, quoi. Il y a un truc un peu lourdingue. Non, mais je pense qu'on peut être quand même intéressant, mais en tout cas, je crois qu'il y a quelque chose d'absolument incroyablement contradictoire en parlant d'audace. Voilà, il y a quelque chose qui me semble... C'est pour ça d'ailleurs que ça m'intéresse assez d'essayer de m'y inclure dans cette histoire, parce que je pense que l'audace ne peut pas être quelque chose qui se raconte, ne peut pas être quelque chose qui s'officialise, ne peut pas être quelque chose qui soit mis en conférence. Je pense que tout ça, plus on décrit l'audace et plus on la réduit à un raisonnement et à une définition, plus justement elle disparaît. Voilà. Et je ne pense pas que même les phrases les plus brillantes qu'on a découpées et entendues soient finalement si audacieuses que ça. Charb, Charlie Hebdo, on dit alors... D'ailleurs, vous parliez de définition, Jean-Michel Ribes, mais sur la question de l'audace, on va mettre évidemment la provoque, on va mettre le courage, on va mettre une façon de faire autrement, de se détacher de sa zone de confort. L'audace, c'est tout ça, hein. On ne va pas mettre 2 heures à la définir, même si on ne peut pas l'attraper. Vous êtes un peu dans la routine de l'audace à Charlie Hebdo. Il faut être audacieux chaque semaine. Exactement, sauf qu'on ne se lève pas tous les matins en se disant « Tiens, aujourd'hui, je vais être audacieux, je vais faire des choses extraordinaires ». On a l'impression de faire ce qu'on aime dans un pays relativement démocratique, où la censure ne s'exerce plus de manière officielle, donc, et où la justice, pour le coup, défend plutôt le droit de la presse à s'exprimer librement, en tout cas pour l'essentiel. Donc quand on fait un dessin ou un texte audacieux dans un journal satirique, au départ il n'est pas audacieux. C'est les gens, c'est le public ou c'est les gens qui réagissent en disant quelle audace. L'audace ensuite, c'est une fois qu'on s'est pris
des cailloux plein la gueule, recommencer le lendemain sur le même thème et persévérer. Là, à la limite, ça peut être audacieux. Mais franchement, l'audace, je ne crois pas que ce soit quelque chose qui se prémédite. Quand on est sous protection policière, juste parce qu'on fait son métier de dessinateur, de rédacteur en chef d'un journal, est-ce qu'on a le sentiment de vivre audacieusement ou finalement c'est une plaie permanente? Symboliquement, c'est une plaie. Pourtant, ils sont sympas, vos deux agents de sécurité. Oui, ils sont très gentils. Oui, ils sont très très gentils. Ça, il y en a même de gauche et tout. Non, vraiment. Je ne donnerai pas les noms parce que j'ai pas envie qu'ils se fassent virer non plus, mais dans le tas, il y en a. Mais non, mais ça, c'est presque anecdotique. C'est-à-dire que c'est pas normal que dans un pays comme la France, un directeur d'un journal satirique, donc un journal qui combat les institutions, en tout cas qui se moque des institutions, soit protégé par une institution. C'est grotesque. L'audace, pour moi, c'est d'oser être sous protection policière. Alors Charles, est-ce que votre regard a changé sur la police? Non, je pense que c'est le regard de la police qui a changé sur moi. Maintenant, ils m'aiment. J'avais écrit un petit truc, c'est de près, le CRS est souvent attendrissant. C'est vrai, c'est pour ça que les étudiants aiment bien leur mettre une fleur comme ça. C'est vrai, et moi je les ai croisés dans la salle des François-Xavier de Maison. Ils se font la bise. Avec Charles et ses CRS, ils se font la bise. Quelque chose de très charnel entre Non, mais on vous. s'encule aussi. Eh bien, tiens, François-Xavier, puisque tu as le micro, je vais te poser la question. Ça marche ou pas? Est-ce que finalement, la vraie audace chez les humoristes aujourd'hui, ce ne serait pas d'inverser et de changer de camp et de prendre la défense de l'ordre établi qui est si fragilisé aujourd'hui? Ça, c'est typiquement une question de David Abiquière. L'État qui est chancelant, ces institutions qui sont fragilisées à la fois par les enquêtes des journalistes, tout ce qui tenait droit comme un chêne autrefois est aujourd'hui déstabilisé. Est-ce qu'il n'est pas temps pour les humoristes de changer de camp et de prendre le camp du pouvoir établi? Les humoristes, il faut qu'ils soient drôles, quel que soit le sujet qu'ils abordent. Moi, je pense que la vraie audace pour un artiste aujourd'hui, c'est de monter sur scène et voilà, d'affronter 500 000 personnes en leur donnant son point de vue. Moi, j'ai beaucoup d'admiration pour Charb et Jean-Michel, qui ont fait tous les deux l'objet d'agressions physiques et de menaces. Voilà, Frédéric, nous ne sommes pas condamnés à mort. Donc on s'en excuse. Frédéric, c'est pas évident, parce qu'avec le nombre de conneries qu'elle met sur Twitter, enfin des conneries, des tracts. Oui, c'est politique, oui, on en parlera. François-Xavier termine, et ensuite on parlera de ta vie d'agitation propagande. Oui, je crois que l'audace, c'est une chose, l'humour, c'en est une autre. Je crois qu'il faut aussi que ce soit drôle. Voilà. Donc je crois moi, je suis plus venu vous parler effectivement de mon métier. Voilà. Ça va venir parce que les étudiants ont plein de questions. Mais c'est vrai que l'audace, c'est une décision dans sa vie, c'est un changement de cap, c'est le fait de monter sur scène. Mais lui, il a été audacieux, formidable, parce que normalement, lui, il devrait diriger la Banque européenne de je sais pas quoi. Je devrais être dans une autre salle, en fait. Ou en prison. L'audace, c'est l'entreprise. Avec Bernard Arnault. Alors écoutez, nous avons une politique d'acquisition massive au niveau européen. Et je suis à côté de Frédéric Bell, je n'ai pas perdu au change quand même. Et en plus, on s'apprécie beaucoup. Hein. Il n'est pas exclu qu'on déjeune ensemble, tout ça. D'accord, je note. C'est la audacieux. C'est audacieux de l'audace aussi. Vous voyez, voilà, mon métier me permet d'avoir cette audace, d'aborder des filles aussi belles que toi. On va vous laisser. Alors, pour moi, l'audace, c'est une nécessité absolue. C'est-à-dire, pour moi, c'est politique. J'ai l'impression que s'il n'y a pas d'audace, le bouchon se referme, c'est-à-dire au-dessus de la société. Il faut tout le temps garder l'œil ouvert. Moi, j'ai fait quelques actes d'audace, on va dire, qui me semblaient complètement nécessaires et spontanés. Et je me rends compte aujourd'hui que avoir de l'audace, c'est juste avoir le courage d'être soi-même dans une société qui veut nous faire rentrer dans des petits carcans, dans des petites boîtes. Moi, depuis ma naissance, on essaie de me faire rentrer dans des petites boîtes, donc je les casse les unes après les autres. Et voilà, aujourd'hui, j'ai l'impression qu'on a l'âge de mener, de porter des idées et de les mener jusqu'au bout. Et je trouve que le statut... Bon, après, moi, je suis assez féministe, donc le statut de la femme est toujours en danger. Et l'audace permet de s'affirmer, d'affirmer
notre identité. On peut rappeler quelques actes d'audace de Frédéric Bell sur Twitter. Ça marche toujours le féminisme, j'ai remarqué. C'est vrai. Surtout hein. qu'il n'y a que des femmes. C'est vrai. Ça marche surtout toujours. des femmes. Non, mais tu as appelé à voter François Hollande, je crois, en mettant un cœur sur tes poils pubiens. Non, sur j'ai Twitter. mis le bulletin de vote sur mes poils pubiens. Oui. Simplement. Non, déjà, c'était un acte artistique parce que j'ai fait des selfies artistiques. On ne sait pas d'ailleurs, voilà. parce qu'il y avait le bulletin de vote, il y avait des poils Voilà, pubiens. et sincèrement, il y a des photos beaucoup plus impudiques dans des magazines ou même dans des publicités. Hein. J'étais mannequin corps à une époque. Donc Non, voilà, mais il n'y a pas que le corps, il y a aussi, tiens, il y a les poils pubiens, il y a les cheveux. Hier ou avant-hier, tu as posté une photo de toi, non, une photo de Marion Le Pen et de Marine Le Pen et de la troisième, Marie-Caroline. il y avait 3 fausses blondes là, toutes refaites, et j'ai marqué voilà pourquoi je suis passée brune. Voilà. Bon, Est-ce que c'est le rôle de l'actrice que tu es de faire ça Mais j'en ai rien à foutre. Ouais. Je suis anarchiste et aujourd'hui, parce que j'ai été un peu déçue par ce que j'ai voté, même si je penses que tu n'as pas mis ton bulletin au bon endroit? Non. Alors, bon, je vais vous expliquer pourquoi j'ai fait cette chose-là, parce que voilà, à chaque élection est une fête. Hein, il y a Coluche, le Luron, etc. Il y a toujours une débile qui se met une plume dans le cul pour les élections. Je trouve ça toujours plutôt festif. Et puis là, comme il y avait Strauss-Kahn, les histoires de Nana et tout ça, il y avait un truc vraiment qui était pas sain. Il y avait une élection triste. Je me suis dit, ah mince, une élection triste. Et je me suis dit, tiens, pourquoi pas me mobiliser. Donc j'ai marqué, je mobilise mon corps électoral, parce qu'il y a une phrase qui va avec à chaque fois, c'est philosophique. Et j'ai posté ça sur Twitter. Pour mon premier tweet, j'ai été virée de Twitter en 24 heures, ce qui est plutôt un bon score, parce que j'ai des amis qui mettent plus de temps, hein, m'ont dit. La Solzhenitsyn de Twitter, d'une certaine Exactement, façon. j'ai dû écrire aux Américains, hi, you know, it's my name, so I need to be in Twitter with my name, because I'm actress. And it wasn't, c'était pas du tout un acte impudique, c'était politique. Et voilà, donc on peut affirmer des choses avec ce qu'on a. Excusez-moi, j'ai un corps, alors je l'utilise. C'est vrai, et François-Xavier de Maison j'ai un corps aussi. S'en est aperçu aussi. Et j'ai bien l'intention de vous le montrer avant la fin de cette séance. C'est sans doute la partie la plus audacieuse de cette... Un peu de patience. C'est le temps. Est-ce que les CRS de Chartres sont là? Parce que C'est pas des CRS. C'est pas des CRS, c'est des agents de sécurité. Oui, pardon, des agents de sécurité. Les étudiants qui vont poser les questions, les 4 premières à nos invités, vont se lever, se présenter, prendre le micro et poser les questions dans l'ordre qu'on a défini un peu au départ. Mais enfin bon, on peut s'écarter aussi de ce qui a été prévu. Bonjour. Bonjour, je m'appelle Lucie Châtenay, je suis étudiante en master de communication politique et sociale ici à la Sorbonne à Paris 1. Et j'aurais une première question pour Charb. Pierre Desproges a dit « On peut rire de tout, mais pas avec n'importe qui ». Et j'aurais voulu connaître votre avis sur cette citation, s'il vous plaît. Merci. C'est vous, Charb. Je réponds maintenant. Ah oui, non, mais... des fois, ça m'échappe un peu. Et non, c'est un classique. Enfin, c'est devenu un classique. Ce qui m'agace un peu avec cette citation, c'est que Desproges était un comique, un grand comique, et qu'on extrait de toute son œuvre une phrase retirée un peu du contexte, et c'est devenu maintenant une phrase philosophico très profonde, etc. Donc, on peut rire de tout et pas avec n'importe qui. Oui, pourquoi pas. Moi, j'aurais plutôt tendance à une autre formule, c'est on peut rire de tout, mais on n'est pas obligé. C'est-à-dire que tout peut être drôle, mais on est... ça, je dis ça pour les détracteurs, notamment de Charlie Hebdo, ou même ceux qui critiquent les acteurs sur scène, etc. On peut ne pas trouver ça drôle. Évidemment qu'il n'y a rien d'obligatoire à trouver un dessin drôle, ou un spectacle drôle, ou une pièce drôle. Simplement, ce qui est obligatoire, ou ce qui devrait être obligatoire, ou on n'aurait même pas besoin d'avoir la loi pour ça, c'est de laisser les acteurs s'exprimer librement, sans qu'ils risquent leur vie, un sac de merde sur la tête, ou des condamnations à mort d'Al-Qaïda, quoi. Donc oui, on peut rire de tout, mais surtout que personne ne se sente obligé, et que quelqu'un se sente agressé parce qu'il a l'impression qu'il ne trouve pas ça drôle, et la société le force à rigoler. Il a raison de résister, il a raison de dire non, je ne trouve pas ça drôle, mais c'est les limites. Il a le droit de dire je ne trouve pas ça drôle, comme ça, gentiment.
sans tuer. Question suivante. Bonjour à tous, donc moi je m'appelle Chloé Voisin, je suis en 4e année d'école de commerce l'ISEG Business School et j'ai une question pour Frédéric Bell. Mais pas de la Sorbonne alors? Non, l'ISEG. Pourquoi vous êtes ici? Comment c'est possible? Ça fait partie de Yonis. Vous pouvez rester. Merci. Donc pour Frédéric Bell, avoir de l'audace c'est bien, avoir de l'humour c'est mieux, mais lorsqu'on souhaite dénoncer les choses, est-on pris au sérieux? C'est pas facile d'être prise au sérieux. Moi, je suis allée dans un créneau de blonde sexy, rigolote, tout ça. J'ai un peu utilisé le packaging de la femme objet pour pouvoir mettre des idées dedans. Et le problème, c'est que non, il y a des moments où j'ai été prise au sérieux dans le sens où les gens comprenaient qu'il y avait une écriture derrière la Minute Blonde, il y avait tout ça. Et en fait, il y a pas mal de gens qui ont, des hommes surtout, qui ont vu juste une conne. Et notamment les journalistes. J'ai dû arrêter la Minute Blonde à cause des journalistes parce que « Alors, Frédéric, fais-nous le Mickey !» C'est qu'à un moment donné, je m'étais déguisée pour faire passer des idées. Par exemple, quand on voit quelqu'un comme Guillon, qui a eu des procès parce qu'il a fait de l'humour un peu noir et qu'il a porté avec son nom. Moi, le fait que je porte... on a assassiné pas mal de gens avec la Minute Blonde, mais c'était un personnage qui jouissait en parlant et qui aimait beaucoup de gens. Donc finalement, on peut pas l'attaquer. On pouvait ne pas la prendre au sérieux, c'était même autorisé. Une fois, il y avait Hollande sur le plateau et on l'avait défoncé. Et retour plateau, il fait non, mais la blonde ne peut pas dire ça. Non, surtout, ne dis rien, dis juste qu'est-ce qu'elle est conne. C'est ça qu'il faut faire. Et donc, prise au sérieux, non, je dirais. C'est d'ailleurs pour ça que je continue. Mais non, mais pardon, mais c'est bon signe de ne pas être pris au sérieux. Parce qu'il y a une définition du sérieux, disait mon ami Topor, que j'aime beaucoup. Il disait le sérieux, c'est un peu de crasse qui reste dans des crânes vides. Donc, je trouve que ne pas être pris au sérieux, c'est plutôt rassurant. Le sérieux, ça n'amène pas à grand-chose. Oui, c'est vrai, mais j'ai quand même été attaquée à l'époque par les chiennes de garde qui ont voulu faire annuler mon programme en disant que j'étais une honte à la féminité. Les chiennes de garde mourront de sérieux. Oui, moi je leur ai dit coucher, dans les deux sens du terme. Ouais. Mais c'est-à-dire que... Ah, il a percuté. Il est sexuel. Je viens de comprendre. Ouais, c'est merveilleux, j'adore. Continue. Oui, donc c'est très bizarre parce que j'avais vraiment un cheval de Troie qui était cette blonde sexy en porte-jartel qui s'assumait. D'ailleurs, ça a créé pas mal de jalousie vis-à-vis de certains hommes. Mais comment t'as fait pour être à 20h30? T'as couché avec qui? Et j'ai des arguments, chérie, que tu n'as pas. Il n'y a que les hommes qui posent ces questions. J'ouvre une parenthèse. Il n'y a que les hommes qui sont jaloux des réussites comme la tienne? Non, mais je pense que la jalousie, c'est quelque chose... c'est à la fois un moteur et c'est quelque chose qui existe dans notre métier. Ouais. Donc, prise au sérieux, j'essaye. C'est un combat quotidien. Question suivante. Je crois qu'elle s'adresse à Jean-Michel ou à François-Xavier. À Jean-Michel. À Jean-Michel, parfait. Bonjour. Natacha, étudiante à Paris 1, de la Sorbonne. Ah oui, c'est mieux. Est-ce qu'un directeur de théâtre est aujourd'hui toujours aussi libre de proposer sa propre vision du théâtre ou est-ce que cet art a cédé à un certain conformisme ambiant imposé peut-être par notre société? Oui, non. Ouais, écoutez, d'abord, je vais vous dire que j'ai jamais été directeur de théâtre. J'ai été nommé là parce que j'écrivais des bêtises et je les mettais en scène. L'accord a été immédiat. C'est comme quand j'ai fait certaines émissions de télévision à un moment, on m'a dit fais-en. C'est-à-dire que s'il y avait quelqu'un qui me disait stop, je partais. Donc l'accord a été immédiat entre... Pardon Jean-Michel, stop, c'est stop ou c'est tu devrais faire comme ci ou comme ça? Non, on m'a... Serge Moati, à l'époque, puisqu'on parle de gens, qui nous avait invités, je vais revenir au théâtre, qui nous avait invités pour faire Merci Bernard, etc. En côté, ouvrez, liberté, tenez, allons-y. Évidemment, on a commencé tout de suite, on y va, par une émission qui racontait le quotidien d'un exhibitionniste. Alors, évidemment, tout d'un coup, il y a eu... Moi, j'adore François-Xavier parce qu'il y a un petit
tout petit tendre et maintenant c'est hop, il comprend. Et ça, c'est très sympathique. J'ai un petit décalage de 15 secondes. C'est bien parce qu'on s'attend et puis non, et puis ça vient quand même. Merci. Non, pour dire qu'on nous a dit arrêtez, et c'est toujours les gens, c'est parce qu'on a eu une audience formidable, c'est toujours les gens qui nous ont maintenus dans la capacité d'être audacieux. Pour le théâtre du Rond-Point, le projet était le suivant, c'est-à-dire qu'il y avait 38, une appel à l'ordre, il y avait 38 propositions. Je savais qu'on ne passerait pas, parce que moi, mon projet, c'était de dire Shakespeare, notre contemporain, stop, quoi de neuf, Molière, stop, que des vivants. Que des vivants, parce qu'aujourd'hui, il y a des vivants. Voilà, ça m'intéressait de faire vivre les vivants. Et de faire un monument aux vivants plutôt qu'un monument aux morts. Je savais que tout ça allait. Bon, je suis arrivé, bon, on est passé, je ne sais pas comment, mais à partir de ce moment-là, tout le monde s'est dit ça va s'arrêter immédiatement parce que ça n'existe pas. Les auteurs vivants n'existent pas et les quelques auteurs qui existent, comme pour reprendre le vocabulaire de notre animateur Aimé, ça fait chier tout le monde. Eh bien, tout d'un coup, ça a été le contraire. Et moi, ce qui m'a plu et ce qui m'a donné la liberté de continuer à être, disons, un peu un bateau pirate et aller dans des endroits où au moins on garantit aux gens la surprise. Après, ils aiment ou ils n'aiment pas, mais il y a toujours une surprise. Sinon, moi, je m'ennuierais. C'est-à-dire que je ne fais que des choses qui m'amusent, qui m'intéressent. Et puis, je me dis, il ne faut pas faire... C'est pas de l'audace, c'est comme le disait Frédéric, c'est d'être un peu près de soi-même. Moi, on me dit, vous savez, les gens aiment ça, il faut faire ça. Non, je crois qu'il ne faut pas programmer ce que les gens aiment, il faut programmer ce qu'ils ne savent pas encore qu'ils aiment. Et à partir de là, on est parti. Les gens sont venus, et je dois dire qu'ils sont venus avec une vraie chaleur. C'est vrai qu'on a cassé un peu une certaine idée de la culture culturisante, de la culture talibane, de la culture comme il faut, de la culture bien élevée, des ayatollahs du bon goût, etc., de toute cette culture néo-brechtienne, néo-villardienne. Parce que moi, je voudrais qu'on casse un jour le mythe de Jean Villard. Silence dans la salle. Je voudrais qu'on le casse parce que ça a été quelqu'un de formidable. Mais il a d'une certaine manière, éradiqué les auteurs en France. Il a créé un formidable artiste qui est le metteur en scène. Mais je crois que c'est pire que casser le mythe. Je crois qu'ils s'en foutent complètement de Jean Villard. J'ai l'impression. Non. Pas de ce que vous dites. Non, mais Jean Villard, la jeunesse d'aujourd'hui, elle s'en tamponne. David, il y a une chose qu'il faut que tu comprennes, c'est que ce que tu penses n'est pas ce que pense la jeunesse d'aujourd'hui. Bien sûr. Non, quelle démagogie. Voilà. Mais non, regarde. Mais alors, c'est l'arme de dissuasion massive. Mais tout d'un coup, tu interviens en me disant ce que tu dis, tout le monde s'en fout. Ah non, j'ai pas dit ça. Non. Je l'ai corrigé tout de suite. J'ai dit, je crois que c'est pire. Excuse-moi, je réponds à mademoiselle qui pose des questions, me semble-t-il, plus sensées que les tiennes. Est-ce que je vous réponds? Ah, c'est incroyable. Donc, je continue. Il flatte la jeunesse avec une force d'efficacité incroyable. Oui, bah écoute, c'est ce qui te manque, j'y peux rien, moi. Mais tu vas y arriver. À mon avis, c'est pas foutu. Non, je veux dire, voilà, alors, c'est vrai qu'on avance au radar, qu'on avance comme ça, mais ce qui est très intéressant, moi, la seule chose que je retirerais, sans du tout mettre des lauriers, on n'a pas réussi, c'est vrai que ça marche bien, c'est vrai qu'on est plutôt en contact, c'est vrai qu'on a... Comme je le dis souvent, on a plutôt fait rentrer quelques mauvaises herbes de la culture, qui avaient du parfum, qui avaient comme ça de l'audace. Justement, ce qui me semble très intéressant, c'est d'avoir prouvé à beaucoup de gens qui savent ce qu'est le public. À la télévision, on sait ce qu'est le public, c'est l'audimat, c'est ça. C'est-à-dire, les gens ont la gueule de l'audimat. Voilà ce qu'ils aiment. C'est que c'est pas vrai. C'est que les gens sont beaucoup plus curieux, beaucoup plus excités, beaucoup plus, je dirais, en appétit de surprise. Et ça m'a paru quelque chose de formidablement satisfaisant. Si je devais dire une seule chose qui justifie le boulot qu'on a fait en Rond-Point, parce qu'on en a fait, c'est dur de faire 35 spectacles par an sans vraiment en avoir les moyens. Et voilà, je veux dire, c'est dur. Mais si j'avais une satisfaction, c'est d'avoir prouvé que le public n'est pas celui que beaucoup de gens croient et qu'il est extrêmement réactif et intelligent et audacieux, justement. Jean-Michel, une question sur un cas concret d'une pièce que j'ai vue soit l'année dernière, soit celle d'avant au Théâtre du Rond-Point. Je sors. C'est cette pièce où un homme croit que son cœur s'est arrêté et à mi-chemin de la pièce, tout le monde est nu sur la scène. Là, pour le coup, c'est vécu par le public comme de l'audace,
Comment toi, tu as reçu cette pièce quand tu l'as programmée? D'abord, c'est une pièce de quelqu'un que je connais bien depuis longtemps, qui a un peu commencé avec moi, qui s'appelle Sébastien Thierry. C'est une pièce qui était un cauchemar. Ah bon? Oui. C'est-à-dire que c'est quelqu'un, en effet, qui tout d'un coup a son cœur qui s'arrête. Ouais. Personne ne peut expliquer pourquoi. Il est vivant. Tous les médecins ne lui donnent pas de clé à cette histoire-là. Il fait venir donc un marabout africain qui lui dit faut que je sache d'où tu viennes et d'où vient ce cœur et d'où vient ce cœur. Et il lui demande finalement qu'il faut absolument qu'il voie le sexe de sa mère. Il vient de là et une photo du sexe de sa mère. Donc pour en sortir, il va falloir, sa mère a 80 et quelques années, il va falloir qu'il convainque sa mère de faire une photo de son sexe pour qu'ils vivent. Et ils sont tous nus. Et à un moment... non, mais attends. Moi, j'étais dingue. Oui, mais... Oui, on le voit. J'adore. Mais je veux dire, ça avance tout doucement. Et pour tranquilliser la mère, parce qu'elle n'arrive pas à se déshabiller, ils se mettent tous nus pour montrer que c'est une position qui est tout à fait acceptable. C'est tout, voilà. Mais ce n'était pas de la provocation. La provocation, ou l'audace, c'était de dire, poser une situation totalement improbable et après la dérouler. On va la reprendre d'ailleurs en province, cette pièce. Et je dois dire que c'est vrai qu'à partir du moment où il y a surprise, il y a étonnement, c'est vrai que ça me plaît. Et c'est vrai que finalement, je dirais que pour répondre à mademoiselle sur la liberté du rond-point, j'ai usé 6 ministres de la Culture, ou 7 depuis que je suis là, un seul maire. Je n'ai pas eu une fois, un coup de téléphone en me disant stop. Pourquoi ? C'est pas parce que forcément ils aimaient ce qu'on faisait, c'est parce que les gens venaient beaucoup. Et même quand on a été agressé violemment par les gens de Civitas et tous ces fascistes qui se baladaient avec des croix et qui chantaient ces paroles merveilleuses, sauf qu'ils chantaient faux, c'est dommage, mais pendez Jean-Michel Ribes dans son théâtre de Satan, qui m'ont agressé, etc. Là non plus, personne ne m'a vraiment défendu. C'est-à-dire qu'on est dans une position très étrange que si les gens adhèrent à l'audace qu'on propose, ça gèle toutes les censures, d'un côté comme de l'autre. Je ne sais pas si je dis des choses intéressantes, parce qu'avec lui, maintenant, à chaque fois j'ouvre la bouche, il me dit j'ai rien dit. Mais il s'en fout de ce que tu dis. Mais non, j'ai pas dit ça. Est-ce que j'ai dit ça? Est-ce que j'ai dit Oui, voilà, oui, tu mens, tu mens, je te ferai un procès stalinien. Est-ce que c'est normal d'ailleurs que tu me tutoies? Parce que tu ne peux pas revenir au vous et moi je te tutoie. Toi tu me vois, moi je te tutoie. Vous pouvez répéter. Non, mais voilà. Et je dois dire que c'est vrai que le théâtre du Rond-Point, s'il a une toute petite justification d'existence, c'est vrai qu'il est sorti d'une route habituelle de ce qu'on propose dans les théâtres publics. Voilà. Jean-Michel, un petit détail qui a l'air de rien, mais cette pièce, en parlant, tu m'as donné envie de la revoir. Vous m'avez donné envie de la revoir. Merci. Et le titre? L'origine du monde. L'origine du monde, formidable. Mais dessus. La question suivante, c'est pour François-Xavier. Ah, quand même. Ah, bah ouais. Alors, ne vous inquiétez pas, vous allez la poser, il y aura un petit temps et il répondra. Je vais vous dire, avec des amis comme Jean-Michel Ribes, on n'a pas besoin d'ennemis. Voilà. Vous voyez que David, comment tu dis ça, Abiker, je les ai tous montés contre vous disiez, on ne va pas rigoler. Quand même, on s'ébrouille pas mal, malgré lui. En tout cas, oui, c'est beau, c'est très très beau, cette réconciliation bicolore. Voilà. Je vous en prie, mademoiselle. Bon, vous êtes charmante, vraiment. Bonjour à tous, je m'appelle Fantine Favier, je suis en 3e année à l'ISEG Marketing Communication School. Donc moi j'ai une question pour vous. Tenez votre question. Business School, Institute of School of Interest. Communication School. Ah oui, mais parce que toi, tu as été le New-Yorkais que tout le monde regrette là-bas. Oui. Tu as été le premier à le savoir. Parce Peut-on la laisser poser sa question? Je vous en prie. Donc voici ma question. Vous êtes entré à l'Institut d'études politiques et vous avez abandonné vos activités de comédien. Vous avez alors rejoint un cabinet d'avocats dans le domaine de la fiscalité internationale. Voilà. À cela, vous avez apporté une explication. Ma vocation première était le théâtre, mais par peur, par lâcheté et pour rassurer mes parents qui me conseillaient d'être raisonnable, j'y avais renoncé. Eh bien, je vais vous le dire aujourd'hui, c'était aussi par amour. Parce qu'à l'époque, je me suis marié aussi, il fallait... voilà, ah, d'accord. Je le disais pas trop dans la presse, mais maintenant, ça y est, je déballe tout à la Cité de la Réussite.
Elle était blonde et le savait, peut-être un tantinet frivole. Et à l'époque, nous avions... Enfin bon, je vous en prie. Continuez. Donc aujourd'hui, regrettez-vous cet abandon provisoire ou au contraire, est-ce que votre passé dans la finance nourrit d'une certaine façon votre métier de comédien et vous apporte un autre regard que n'ont pas les autres comédiens ou acteurs? D'accord, donc je vais répondre à vos 8 questions. Donc, est-ce que je regrette la fiscalité? Non. Voilà. Effectivement, j'avais enfoui cette passion pour le spectacle. Mais vous savez, je crois que ça fait pas de mal de rentrer par le système pour le montrer du doigt. Boris Vian avait fait Centrale, Léo Ferré avait fait Sciences Po. Et je crois que de visiter ce monde-là de l'intérieur pour le raconter ensuite, je ne pense pas que ce soit absurde. Il y a un auteur qui s'appelle Michel Vinavert, qui est un auteur de théâtre merveilleux, qui parle de cette entreprise et qui a travaillé en entreprise. Et le premier qui l'a compris, finalement, il est à cette tribune. Non, ce n'est pas David Abiquière, mais c'est Jean-Michel Ribes, qui un jour m'a vu débarquer un matin au rond-point, en costard. Il me dit, qu'est-ce que vous faites là, vous? Je lui dis, bah, écoutez, je voudrais vous parler d'un projet. Il me dit, oui, voilà. Asseyez-vous. Je suis fiscaliste, pardon. Mais fiscaliste international. Il me dit, ah bon, bah, ça va alors. Et qu'est-ce que vous voulez? Bah, écoutez, je voulais vous montrer 10 minutes de mon spectacle avec mon producteur. C'est qui votre producteur? C'est Samuel Le Bihan. Pardon. Et voilà. Et il arrive avec son magnétophone et on se met à faire une espèce d'audition en live devant Jean-Michel Ribes qui est là comme ça, qui pendant les 2 premières minutes me dit bon, c'est un petit peu embarrassant, il va falloir que je me débarrasse de ce type. Et puis au bout de 5 minutes, il reste. Au bout de 10 minutes, il reste. Je lui fais finalement 20 minutes. Et il me dit, bon, bah, vous démarrez le 10 juin et vous finissez le 22 juin. Et il m'a programmé dans son théâtre. Voilà. Ça ne peut pas se terminer bien comme ça. Il y a peut-être d'autres choses à dire la drogue, que votre histoire d'amour. La drogue, la boulimie. Et puis ensuite, ben voilà, c'est vrai que j'ai répondu à pas mal de questions, mine de rien. Mais je pense qu'il se drogue parce qu'il a oublié la question. La question, excusez-moi. Il y en avait d'autres. Il y en avait d'autres. Le changement de métier. Ça marche encore. Oui. C'était. Est-ce que votre passé dans la finance nourrit votre Oui, ben c'est ce que je vous disais en fait. Je pense que le fait d'avoir visité un petit peu tous ces univers me permet, voilà, d'avoir un peu de sincérité et de justesse quand je fais mon personnage qui joue au golf parce que ses ouvriers font une grève de la faim et qui ne peut plus supporter se passer par son usine parce que ça le déprime, ou ce couple de bobos en retraite qui crée un spa à Marrakech et qui assèche toute la région, à Darwalou. Voilà, bon, voilà. Je pense que ce sont des personnages que j'ai fait des petites photos comme ça de ce monde-là et puis aujourd'hui j'essaie de les restituer comme ça. Il y a une autre audace qui est peut-être une audace que vous rencontrerez pour les étudiants ou que certains qui sont dans la salle ont déjà rencontré, c'est ce changement de carrière. C'est-à-dire tout vous sourit, les modèles, tout est en place. Et puis à un moment donné, il y a le changement. C'est-à-dire qu'on dit, ah là, j'ai pas envie d'aller au bureau, c'est fatigant, j'ai la trouille. Et on se dit, je vais tenter ma chance autrement, je vais changer de vie. Et pas un changement pour devenir broker ou boursicoteur, mais un changement pour devenir artiste avec toutes les questions matérielles que ça pose. Comment il s'appelle? Gaspard Proust a fait la même chose. Il était programmé, il voulait faire de la diplomatie européenne, et puis il en a eu ras-le-bol, et il a changé contre la... Ce sont à la base des professions assez chiantes. Voilà, ouais. Fiscalité internationale, diplomatie européenne, on sait que... Donc on fuit quand même quelque chose, on a choisi quelque chose d'extrême. Moi j'ai vraiment choisi quelque chose d'extrême qui est... Ça peut être très intéressant, la fiscalité, tous les métiers sont passionnants, il n'y a pas de souci. Mais c'est vrai que, voilà, moi, à un moment donné, il y a eu un sursaut vital, quelque chose d'existentiel. Et ça fait peur, ça? Il faut de l'audace ou finalement c'est libérateur? Oui, c'est de l'audace malgré soi, parce que c'était vital. C'est-à-dire, si je ne le faisais pas, j'allais crever, tout simplement. Ah, tu sentais ça? Ah oui. Ah oui, vraiment. Et même quand je monte sur scène, j'ai toujours ce petit sursaut existentiel. C'est une question de vie ou de mort pour moi, le théâtre. Ouais. Que reste-t-il de ce fiscaliste? Une déclaration annuelle. Bon. Je voudrais ajouter... le recruteur. Oui, je voudrais ajouter une chose à ce qu'a dit gentiment François-Xavier. Voilà exactement le type de rencontre que j'adore. C'est-à-dire que c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui arrivent avec un passé d'écrivain, etc., etc. Et quand tout d'un coup, il y a quelque chose qui est à côté, ailleurs, qui est justement hors de la route tracée, c'était le cas pour lui, en dehors du fait que ce qu'il m'a montré était extrêmement drôle et pointu, et en même temps très émouvant. C'est vrai que là, tout d'un coup, on a envie d'y aller. Et ça a été assez rapide. Et c'est ça,
pour répondre à votre question, c'est d'aller vers des choses qui vous touchent, mais qui ne sont pas forcément des choses qui sont admises ou recommandables ou recommandées. Voilà. C'est répondre à un sentiment immédiat et plutôt de quelque chose qui vous étonne. Parce que s'il n'y a pas d'étonnement, je ne sais pas pourquoi les gens se déplacent, sortent de chez eux pour aller voir un film ou une pièce de théâtre. Je crois que c'est au niveau de l'étonnement et de cette lutte incroyable qu'on doit mener contre l'ennui, tout le temps, tout le temps. Charb, il y a un reproche qui est arrivé ces dernières années quand on a commencé à placer des humoristes partout. Dans tous les programmes, et plus seulement dans les cafés-théâtres, plus seulement dans les cabarets. L'humoriste est devenu, à sa façon, un piège à audimat, un piège à audience, et s'est intégré au système qu'il était censé, en tout cas, railler, contester, ou en tout cas tourner en dérision. Ce qui fait qu'on peut faire changer de camp l'humoriste. Il pourrait quitter le camp du média dominant qu'il fait fonctionner et carburer, pour aller ailleurs. Alors évidemment, chez Charlie Hebdo, vous avez toujours été dans la marge, mais un regard aussi sur l'humoriste omniscient, omniprésent, qui est partout. Bah, c'est une mode qui va passer comme passent toutes les modes. C'est un peu comme la météo. La météo, on la met partout aussi. Maintenant, on met des humoristes partout. C'est pas plus grave que ça. C'est pas plus gênant que ça. Après, il faut que l'humoriste soit drôle. Et qui décide s'il est drôle ou pas, c'est le public. Bon, j'ai pas tellement de problème avec ça. C'est plus un tic encore une fois, je pense que ça va passer. Mais ce qui m'embête, c'est le rire obligatoire. Tout à l'heure, quand on parlait des proches, ce qui m'embête aussi, c'est l'humoriste, la toute-puissance de l'humoriste, qui veut absolument qu'on rigole de ses gags et qui veut absolument ne pas être critiqué. Et non, aujourd'hui, il y a des réseaux sociaux ultra développés, il y a des moyens d'expression multiples, etc. Et l'humoriste peut parfaitement se faire critiquer, on peut parfaitement dire à un humoriste, et une masse de gens peut dire à l'humoriste qu'il n'est pas drôle. Et le problème, c'est que l'humoriste ne prend pas ça à la rigolade du tout, la plupart du temps. Il y a des humoristes un peu parano qui prennent très très mal la critique. Or, ils sont les premiers à donner des coups. Il faut accepter aussi d'en recevoir, à condition que les coups soient tout à fait symboliques, évidemment. Tu veux dire un truc ? Vas-y, Jean-Michel. Moi, je suis pas pour une fois entièrement d'accord avec Charb. Je trouve que il y a. Pas chier. Il est très dur. Hein, très dur. C'est-à-dire que vous voyez, lui qui vient de dire qu'il faut accepter d'être critiqué, etc. Vous avez vu ? Vous voyez ce chapeau ? Voilà, c'est le prototype de l'humoriste qui dit non, l'humoriste doit être critiquable, ne doit pas se fâcher, etc. Je ne suis pas d'accord avec Charb, va chier. Donc vous voyez, c'est direct. Bon. Non, moi, je ne suis pas d'accord tout à fait avec lui dans sa grande générosité. Je crois justement qu'il y a une pollution au niveau d'un type d'humoriste que j'appellerais des ricaneurs. C'est-à-dire les ricaneurs, surtout obligatoires tout le temps, etc., qui polluent en permanence toutes les radios, toutes les télévisions. Et je pense qu'ils ont le droit d'exister, c'est vrai. On a le droit de rigoler de ce qu'ils disent, c'est vrai. Mais je pense que ça fait un écran assez vaste et lent par rapport à d'autres humoristes qui sont en gros des créateurs, qui sont des gens qui font bouger les cœurs, etc., où il y a une part d'humanité très forte, une part de... Ça prolonge, c'est ce que j'avais essayé de définir comme le rire de résistance, donc il est un des formidables exemples. Mais je pense que le côté le chat à manger, la culotte de la bonne qui n'a pas pu repasser, etc., au bout d'un moment, c'est quelque chose d'épouvantable parce que ça dérange personne. Ça conforte dans un endormissement de ricanerie en disant c'est formidable, on a un pays libre, tout le monde rigole de tout. Non. Il y a des humoristes qui ne dérangent pas. Et à partir du moment où les humoristes ne dérangent pas, c'est-à-dire ne cassent pas quelque chose, je pense que là, il y a quand même une lyophilisation, ça lisse ce paysage et notre société qui a tendance à l'être énormément lisse. Mais je crois que le public peut faire la différence entre l'humoriste qui lèche des pompes et l'humoriste qui dérange. C'est pas qu'il lèche les pompes, c'est l'humoriste qui ne dit rien. Qui dit rien. Mais je suis pas sûr. C'est comme les émissions culinaires. Moi, j'aime bien la bouffe. Enfin bon, ça va. Maintenant, il y en a partout. C'est-à-dire que c'est obligatoire. Vous allumez la télé, vous écoutez la radio, vous avez une émission sur la bouffe. Je n'en peux plus. C'est insupportable. Il y a des bonnes émissions de bouffe, il y a des mauvaises émissions de bouffe, mais en général, je n'en peux plus. Mais les humoristes peu partout, c'est vrai que on risque d'arriver à l'indigestion. Oui, mais le problème, c'est pas parce que tu n'en peux plus qu'il n'y en a pas. Ça continue, il y en a de plus en plus. Ça et aussi les commentaires ou les interviews d'entraîneurs de foot. Je n'en peux plus.
Le collectif était là, pourtant. Il faut respecter l'adversaire. La première partie était intéressante. Et là, je n'en peux plus, on n'entend que ça. C'est-à-dire qu'avant, on interviewait des gens, maintenant, on interviewe des entraîneurs de tu vois, Jean-Michel. c'est un humour qui te dérange. En fait, c'est des humoristes, ces mecs-là. Ah, d'accord. Bah, ça ne me dérange pas, oui. Frédéric Bell voudrait parler d'IVG et de caca. Laissons-la parler jusqu'à la fin. Voilà, en fait... Sur le même sujet, d'ailleurs. Voilà, j'habite à Malakoff et j'ai ma voisine qui est pharmacienne qui a perdu sa fille à cause du fait qu'elle n'a pas pu diagnostiquer la couleur des selles de son enfant. Et elle m'a expliqué qu'en fait, il y avait une recrudescence des morts de nourrissons en France, qu'il y avait un bébé sur 2500 qui était touché, donc un bébé par jour, et que la France était le 20e pays au niveau de l'OCDE en termes de prise en charge. Ça veut dire qu'on mourrait plus en France qu'ailleurs. Et comme elle avait donné sa vie pour soigner les gens, etc., elle s'est dit, il faut que je fasse quelque chose. Elle a créé une association pour soutenir ces mamans-là qui avaient l'impression d'avoir tué leur propre enfant, parce que c'est un peu ce qu'on leur reprochait, le fait de ne pas être au courant. Et du coup... Je ralentis un peu. C'est-à-dire qu'en fait, on découvre dans les selles des enfants qu'ils ont une maladie bien plus grave, mais il faut savoir regarder ces selles. En fait, c'est le fait que le caca soit clair, et que un caca clair, si c'est pas diagnostiqué dans les 30 jours à 60, il est plus opérable. Et donc la France était très en retard par rapport à ça. Je dis était puisqu'on a fait une campagne. Donc pendant 3 ans, je me suis battue avec l'association. On a vendu des toiles, on a essayé de faire des choses. Et puis elle me dit faisons un spot pour alerter les mamans. Et je me retrouve avec le cahier des charges, des bébés morts, des mamans qui culpabilisent, du caca. Et donc moi je me dis, laisse-moi faire ce que je sais faire, c'est-à-dire on va faire de l'audace utile. C'est-à-dire que ça ne sert à rien de faire un énième spot qui va nous faire chialer, comme l'horrible... Qui va nous faire chier. Qui va nous faire chier aussi. Il est obsédé par ce mot, ce garçon. Et donc j'ai repris la Minute Blonde qui change un bébé et qui se prend des éjacques faciales de caca. Mais si le bébé... je ne sais pas si vous l'avez vu, si les selles sont de jaune d'or à vert foncé, tout va bien. Si les selles sont claires, c'est que soit votre bébé est un extraterrestre, soit qu'il est malade du foie. Et tu téléphones maison. Ah, cool, c'est un extraterrestre. Après, il y a deux bourgeoises, parce que je raconte que les mamans avaient le nez dans le caca des bébés à une époque du Moyen-Âge. Donc il y a 2 bourgeoises devant Versailles qui ont du caca sur la figure. Oh, dis donc, Madame la Baronne, votre bébé elle a de très bonne santé. Ah oui, par contre, vous, c'est blanc. Votre bébé couvre une maladie du foie. Hein? Ah bon? Ah, mais non, ça c'est du sperme. Autant pour moi. Et donc on fait ce spot complètement barré, mais qui explique bien, qui est super clair, qui est très didactique, à la blonde, cash, voilà. Et on gagne tous les prix de festivals associatifs, de communication et médicaux. Sur ce, on arrive à avoir alors là c'était complètement inouï, une com nationale, c'est-à-dire qu'on a le label cause nationale. Moi, j'ai super, on part, on va réunir les mamans qui ont perdu leur enfant, on va se battre et tout ça. Où est la boîte de com? Et il n'y a pas de boîte de com parce qu'on n'a pas d'argent et que l'État ne nous a pas donné de boîte de com. Et je me retrouve à me dire, mince, on a un spot qui fonctionne, j'ai l'impression que ça m'est tombé dessus, il faut qu'on se batte. Entre 2 films, j'ai pris 3 mois, j'ai envoyé 5000 mails. J'ai envoyé des mails à des 5000 à peu près, ouais. Il y a des gens qui me détestent. Il y a la JDD. Oui, on ne comprend pas. À 5h du mat, on a reçu un mail de votre part. Oui, c'est moi, je fais des copier-coller. Et en fait, je me suis rendu compte que certaines personnes ne voulaient pas me laisser passer. Donc, j'ai écrit à tous les patrons de presse. J'ai écrit à Xavier Niel. Et j'ai dit, moi, je pense que c'est des genres de personnes qui aiment bien le raccourci. Parce que je trouve que l'audace, c'est vraiment un raccourci. C'est le meilleur point le chemin le plus court d'un point à un autre. Et je lui ai dit, je suis désolée de vous parler de caca alors qu'on ne se connaît pas. Hein. Mais voilà, il y a des bébés qui meurent, etc. Je ne pense pas que ça va vous choquer parce que je pense que votre boîte est iconoclaste et complètement punk. Voilà, il m'a répondu, qu'est-ce que vous voulez? Je dis, je voudrais pendant 1 mois toutes les plateformes free avec ma bannière. Vous avez Fil d'action, moi j'ai des bébés qui meurent, allons-y. Depuis que j'ai eu cette personne-là, j'ai eu toutes les chaînes. Ça m'a ouvert toutes les portes. J'ai eu TF1, France 2, France 3, Canal. Canal, je leur ai écrit, dis donc, ça commence à faire tâche que... j'ai commencé à leur dire, c'est la Minute Blonde. Ingrate. Non, je me souviens que tu es passé sur Europe 1. Oui, mais bien sûr, David m'a invité, un des premiers. Ça donne pas envie de sauver les enfants.
D'ailleurs, j'ai croisé Frédéric Tadei, quand je lui ai mis les bébés en plastique dans les bras pour faire la photo, il m'a dit non, je ne me sens pas concernée. J'ai attendu qu'il y ait beaucoup de gens qui aiment ça, qui se rassemblent à Europe 1. Et j'ai dit, c'est normal, Frédéric Tadei n'a jamais été un bébé, et surtout, Tadei n'a jamais fait caca. Et on l'a allumé comme ça. Et donc, on a fait cette grande campagne. Aujourd'hui, on a réussi à obliger le ministère de la Santé de mettre dans le carnet de santé en 2015 le diagnostic des selles pendant la première année. Ça veut dire que théoriquement, on ne mourra plus de ça en France. Voilà. Alors, on refait un tour de questions des étudiants. Il y en a encore 4 à poser. Et il nous reste une demi-heure. Qui ? Bonjour. Bonjour. Moi, je m'appelle Anaëlle Chahar. Je suis également étudiante à l'ISEG Marketing and Communication School en 3e année. Et j'ai une question pour François-Xavier de Maison. Oui, je suis très content. Merci. Alors, en fait, c'est une chose plutôt délicate de faire rire et provoquer en même temps, sans froisser le public. Et j'aurais voulu savoir, pendant l'écriture de vos sketchs, est-ce que vous vous êtes déjà dit, par exemple, j'aimerais bien provoquer sur cette chose-là, mais ça ne va pas le faire parce que ça ne va pas passer. On ne peut pas tout dire. C'est à travers des personnages, en fait, que je m'exprime. Donc, moi, mes personnages, je pars du principe qu'ils peuvent tout dire, puisque c'est un autre moi-même, c'est une espèce d'hologramme, une espèce de créature qui me permet, moi, garçon bien élevé, de dire des horreurs. Donc, j'ai utilisé ce stratagème pour, justement, les envoyer au feu. Donc non, je me dis jamais, je peux pas tout dire, ou je me dis jamais, voilà. Ensuite, c'est vrai que ces personnages, ils ont un côté un peu comédia dell'arte, donc ils ont un côté rond, un peu festif, donc on voit pas tout de suite ce qu'ils ont à raconter. On se dit, oh, c'est mignon, un petit castor comme ça, voilà. Mais le castor peut être très politisé, voilà. Moi, je dis que souvent, je fais pas de politique dans le sens chronique. Je fais du reportage, voilà. J'ai l'impression que je parle de caractères qui sont dans notre société, qui sont des monstres aussi, voilà. Est-ce que vous avez eu votre réponse ? Eh bien, nous passons à la question suivante. Réponse très claire. Ah, un homme. Levez-vous. Et il est beau en plus. Mesdemoiselles, s'il vous plaît. Pour rebondir un peu sur votre question, donc je me présente, Lies Messatfa, étudiant à la Sorbonne ici en master. Est-ce qu'il n'est pas plus facile de tout dire dans une fiction, donc par l'intermédiaire d'un méchant qu'on a créé et qui évolue dans un univers un peu virtuel, que sur un one-man show, même si on incarne un personnage différent et imaginaire? Si, bien sûr, mais regardez, par exemple, quand Sharp fait un dessin, c'est pas lui qui le représente, c'est une histoire. On devrait avoir ce recul aussi. Je pense que c'est vrai que le dessin, si Sharp, vous m'autorisez à voilà. Non, mais c'est ce que tu as écrit, c'est exactement la même chose. On met en scène des personnages. Je mets en scène des personnages dessinés et ils s'expriment pour se dénoncer eux-mêmes aussi, pour se ridiculiser eux-mêmes. Le problème avec une certaine partie du public, mais tout le monde connaît ça, c'est que les gens prennent au premier degré, c'est-à-dire qu'ils pensent que le personnage qu'on met en scène exprime vraiment l'idée profonde enfin ce qu'on veut vraiment dire. Et là, il y a un petit problème, oui, effectivement. Oui, il y a beaucoup de sérieux en fait. C'est juste pour rigoler à un moment donné, c'est juste pour prendre un peu de recul, une respiration vis-à-vis de toute cette ambiance plombée qui nous entoure, tout ce sérieux, se dire on va rigoler d'un truc, et les gens font non, on ne peut pas faire ça, c'est affreux. Comme ça, il y a un côté très tendu. Mais qui le dit ? Parce que alors là, pour le coup, il y a toujours il se balade. Par exemple, vous ne pouvez pas dire mon ça. Petit castor, dans mon spectacle, j'ai un petit castor. C'est quand même pas, on n'est pas au summum de l'engagement, quand même. Voilà. Il y a un type, et mon petit castor, dans chacun de mes spectacles, il se fait dégommer. Voilà. Mais vraiment, il se fait écraser par un camion. Là, il y a du sang partout. Et il y a une dame qui me dit, je ne peux pas supporter la manière dont vous traitez les castors dans votre spectacle. Mais c'est comme les ragondins des agriculteurs, je crois, à Nantes cette semaine. Oui, on a quasiment plus parlé des ragondins. Mais on a la même chose. Enfin, pour rebondir là-dessus, à Charlie Hebdo, c'est exactement la même chose. Alors, le lectorat de Charlie Hebdo est quand même assez ouvert, évidemment, etc. Mais il arrive toujours à un moment donné. Écoutez, monsieur, je vous suis depuis des années, je suis abonné, j'adore tout ce que vous faites, ce que vous avez fait sur tous les sujets, vraiment. Mais là, cette semaine, vous êtes moqué de Georges Brassens.
c'est intolérable. Je résilie mon abonnement, adieu. Et ça arrive parce que j'avais réclamé la mort de Georges Brassens. Alors je lui ai répondu que Georges Brassens était déjà mort, donc c'était un peu pour rigoler. C'était pas vraiment la mort de Georges Brassens. Mais on est confronté à ça. Monsieur, je rigole de tout, mais là vous avez dépassé les bornes parce que vous moquez des chauves. Et tu regardes la tête du mec, il est chauve. Bon, voilà, c'est tout. C'est pour ça d'ailleurs que nous on évite toujours au point de parler des castors et de Georges Brassens. On évite les deux. Non, mais il y a un truc qui est fou. Moi j'ai vu ça sur Facebook, Twitter. Des fois je mets des horreurs, enfin je mets tout le temps d'ailleurs. Et il y a des gens, mais Fred, t'es vraiment conne, hein, tu vois pas que c'est un fake? Et alors à chaque fois, je mets des trucs, mais c'est des montages absolus. Il faut que je mette MDR, sinon ils comprennent pas. Et le nombre de fois, on me dit, ah oui, mais tu sais, avec la fin dans le monde, comment tu peux dire... Enfin, il y a toujours des relous. Donc je me suis mis déjà, alors, je bloque à peu près 5 personnes par jour, ce qui est quand même, c'est une bonne hygiène de vie. D'ailleurs, ça m'a permis, par rapport à mon analyse, de bloquer les gens dans la vraie vie aussi. Je bloque 5 personnes par jour, et donc je bloque les haineux et les cons. Et maintenant, il y a des gens, des fois je mets des trucs, ils disent, ah mais ça n'a aucun rapport avec l'article. Je dis, non, ils n'ont pas compris. Je dis, est-ce que je les bloque aussi? Parce que si je bloque les haineux et je bloque aussi les cons, qu'est-ce qui va me rester? Donc, j'en suis là en ce moment de savoir qui a le droit de rester sur... voilà. C'est étonnant sur Facebook, sur Twitter quand même. Et sur les réseaux sociaux, effectivement, l'humour n'est pas partagé. Il y a un morcellement de l'humour et effectivement, on aborde un sujet et quelqu'un vient vous dire « tu ne devais pas prendre la parole sur ce sujet ». Et généralement, des gens qui ont marqué démocrate en bandoulière, sur le front, etc. Question suivante. Bonjour, Marion Schuller, étudiante en 4e année d'école de commerce à l'ISEC Business School comme Chloé. Donc voilà, ma question s'adresse à vous tous, parce que, un peu en conclusion, donc quelle est selon vous la limite de l'humour? Enfin, y en a-t-il une, en gros? Est-ce qu'il y a vraiment des sujets à pas aborder, ou est-ce que vous voulez vraiment tout... Moi, si je peux répondre rapidement pour Charlie Hebdo, il n'y a pas de limite. La seule limite, c'est ce qui nous fait rire, nous. On ne rigole pas de tout, on n'est pas obligé de rigoler de tout, et donc il y a des choses qui ne nous font absolument pas rire, et on ne va pas se forcer, pour montrer qu'on est libre, de rigoler de choses qui ne nous font pas rire. L'autre limite, et celle-là on y est confronté assez régulièrement, c'est les limites de la loi. C'est-à-dire qu'en théorie, on peut rigoler de tout, et on rigole de tout, sauf que si la loi considère que ce n'est pas de l'humour mais du racisme, par exemple, si c'est de la propagande haineuse et déguisée sous forme de racisme, la loi est là pour dire que non, c'est du racisme, vous êtes condamné, ou c'est de l'insulte, vous insultez une personne, ou vous diffamez une autre personne. Donc les limites, c'est la loi, mais il faut bien se dire qu'en France, on a au moins gagné ça, en tout cas la 17e chambre correctionnelle de Paris qui s'occupe des procès de presse. Les juges sont relativement tolérants avec la presse satirique. C'est-à-dire que s'ils appliquaient la loi à la lettre, évidemment que tous les journaux seraient condamnés tout le temps et tout le monde serait condamné tout le temps. Ils estiment que le dessin de presse, que la presse satirique, peut être pris au second degré, on a un droit au second degré quand même en France, et donc ce qui fait qu'on est très souvent poursuivi et qu'on est rarement condamné, heureusement. Jean-Michel. Oui, il ne faut pas oublier une chose, moi je suis tout à fait d'accord avec ce que vient de dire Charles, il ne faut pas oublier une chose aussi qui est une évidence, c'est qu'il y a des gens, comme il y a des gens qui n'ont pas de rate ou qui n'ont pas de 4e doigt de pied, il y a des gens qui n'ont pas d'humour. C'est un organe qui leur manque. Vraiment, d'ailleurs, allez dans la manif pour tous, vous verrez, ça rigole pas. Et à partir de ce moment-là, on est en but à une incommunication absolue, c'est de l'humour, et les gens ne comprenant pas l'humour, ne le ressentent pas, n'ayant pas la capacité de trouver tout ce que fait Frédéric comme de l'humour, ça s'arrête. C'est-à-dire, c'est comme un handicap. Rabelais avait appelé ces gens-là, il les avait connus, puisqu'ils voulaient le tuer, il appelait, ses ennemis s'appelaient les agélastes. Je trouve que c'est un mot, gélaste, ça veut dire rire, ça veut dire privatif, c'est-à-dire les gens qui ne peuvent pas rire. Et je trouve que ce mot devrait revenir plus souvent dans notre vocabulaire en ce moment, et parce que c'est tout. Il y a des gens, comme il y a des gens qui sont fondamentalement racistes, des gens qui sont fondamentalement allergiques aux castors, etc. Il y a des gens qui n'ont pas d'humour. Et c'est à ce moment-là où se pose le grave problème de la compréhension de ce qu'on veut dire parfois pour faire rire et qui n'est pas reçu.
Donc il y a révolte, il y a sensation d'être attaqué, il y a paranoïa totale, etc. C'est quelque chose qui est intéressant. Et je crois, pour avoir fait quelques films et mis en scène quelques pièces écrites dans ma vie, je peux vous dire qu'il n'est impossible, on pourrait l'appliquer aux gens, mais aucune direction d'acteur, la plus fine et la plus poussée soit-elle, ne peut donner de l'humour à un acteur qui n'en a pas. Il y a des gens qui rentrent sur scène, les gens rient. Il y a des gens qui rentrent sur scène, impossible. Donc, c'est la même chose. On s'adresse à une population, en dehors du fait que, moi, je suis tout à fait d'accord pour qu'on ne s'empêche jamais de rire de ce qui nous fait rire, peu importe les choses, parce qu'à partir du moment où c'est drôle, rien n'est obscène. L'obscénité, elle est ailleurs. Ouvrez la télévision, vous la verrez. Mais je crois vraiment qu'on devrait se souvenir qu'on s'adresse souvent à des gens, ou en tout cas des gens viennent vous voir, qui n'ont pas la capacité de communiquer avec votre humour, ou en tout cas ce que vous croyez être drôle. Il faut penser à eux. Non, il ne faut pas penser à eux. Il faut aussi penser à eux, parce qu'il y a peut-être un espoir. Non, je pense qu'il n'y a pas d'espoir, c'est foutu. Mais je ne pense pas qu'il faut penser à eux. Je pense simplement qu'il faut se souvenir qu'ils sont là, et se souvenir que dans l'écrit, je pense que vous avez reçu aussi à Europe, et ça, partout on reçoit des lettres, mais moi je reçois des lettres de menaces de mort. Hein. C'est pas... Bon, je me souviens quand il y a eu Cobert avait fait une chose sur un matador qui avait été blessé par un taureau et qui était mort. Il avait fait un petit chant, une petite compréhension sur ce type qui avait été paralysé pendant 4 ans et qui était en train de mourir. Il y avait 70 personnes allongées par terre avec des petites bougies pour dire ne touchez pas aux animaux. En l'occurrence, ce n'était pas un animal, c'est un toréador, un matador qui était en train de crever. Et c'est la première fois qu'il y a eu des choses aussi violentes que ça encore. C'était pas pour un castor, là, c'était pour une histoire d'animal. Mais alors moi, j'allais les voir, je leur dis mais comment aller dans des manifestations plus fortes, il y a des causes plus importantes. Ils me disaient mais vous n'avez pas défendu les bouddhistes, à quoi j'avais répondu non parce que je les torais, les bouddhistes, etc. Donc c'était pas parti jusqu'à la mairie, ça fait un scandale. Et tout ça simplement parce qu'il y avait eu incompréhension, incapacité de recevoir ce que disait la personne. Et l'humour est quand même une chose, malheureusement, la moins partagée du monde. François-Xavier, est-ce que tu as des problèmes avec des gens qui viennent voir tes spectacles et qui ne veulent pas rire d'ailleurs? Ils vont voir des humoristes, ils n'ont aucun humour. Lui, c'est impossible, tout le monde rit. Non, François-Xavier, c'est une idole. Parce que de temps en temps, il y a un type qui dit « je ne rirai pas, je viens voir votre spectacle, mais croyez-moi, je ne rirai pas ». Vous tombez toujours sur le... Généralement, vous avez 800 personnes qui rient, puis il y en a un au premier rang qui est comme ça. Et qui lève les yeux. Alors oui, c'est souvent les yeux. Comme il est comme ça, il a les bras croisés, il fait comme ça, il fait. Ouais, il y a un mon Dieu. Il le dit pas, mais il y a un gros mon Dieu qui est joué. Mon Dieu. Je ne voulais pas voir ce spectacle. Cette histoire de castor qu'on écartèle comme ça, c'est épouvantable. Certainement, j'ai reçu des lettres, oui, mais bon, c'est vrai que bon, il y a des humoristes qui prennent plus de risques que moi. Je dois l'avouer. Maintenant, est-ce qu'il y a des thèmes, pour répondre à votre question, oui, il y a des thèmes sur lesquels moi j'ai envie d'aller, des milieux que je connais un peu, sur lesquels je me sens plus ou moins légitime ou juste, d'autres moins. Et voilà, et moi je pars du principe aussi que l'humour divise, mais à un moment donné, il faut qu'il y ait, allez, je vais dire un mot, il faut qu'il y ait un peu d'amour dans tout ça quand même. Il faut qu'on vise quand même quelque chose qui nous lie, qui nous réconcilie, la bonne partie de nous-mêmes, j'ai envie de dire. Quand l'humour véhicule de la haine, au bout d'un moment, c'est là qu'il faut dire stop, je pense. Et je pense qu'à un moment donné, on divise, on interpelle, mais à un moment donné, il y a cette volonté d'être ensemble. Vous remarquerez que cette dernière phrase est faite pour qu'on la monte dans le clip. Hein. Merci beaucoup. Mademoiselle. Ah, attendez, avant que vous posiez votre question, Frédéric. Nous, on avait reçu avec la Minute Blonde une lettre de l'ambassade du Mexique. Parce qu'en fait, à un moment donné, donc Dorothy, le personnage, est une Française de base qui ne voyage pas et qui a plein d'a priori sur tous les pays. Donc, à un moment donné, on interviewait les maîtres du monde et on avait défoncé les Mexicains. Voilà. Et on a reçu une lettre du Mexique qui disait « Vos propos sont vulgaires et réducteurs. » Merci. Mais ne crions pas victoire tant que rien n'est signé avec TF1.
parce qu'on l'avait répondu, enfin on avait fait un sketch comme ça autour de ça. Et on était assez étonnés que, voilà, que les Mexicains l'aient super mal pris en fait. Voilà, donc on leur a fait une dédicace. Mais il me semble qu'il y a eu ça avec les Japonais, sur une plaisanterie sur les Japonais il y a 2 ans, mais je ne sais plus dans quel contexte. Et je crois qu'il y avait eu un message de l'ambassade japonaise qui a fait, bon, c'est l'heure. Moi, je voulais juste rebondir sur ce que vous disiez. En principe, ceux qui posent des questions se lèvent et se présentent. Ah, pardon. Excusez-moi. Je me suis déjà présentée, je me Mais peu représente. importe, il y a des gens qui ont oublié déjà. Oh non, ça c'est dur. Je sais que vous êtes à Paris. Natacha. Vous êtes à Paris. Hein, oui, exactement. Merci. Ça, j'ai retenu. Ah, merci. Et vous vous appelez comment? Natacha. Natacha, voilà. Natacha de Paris. Du coup, est-ce que... on a de l'audace avec l'humour. Est-ce que vous pouvez parler, par exemple, à des gens comme Civitas? Vous avez reçu beaucoup de menaces quand il y avait la pièce de Golta Picnic, ou je pense à Castellucci aussi, où vous avez pris un peu sa défense. Je me souviens vous avoir vu sur une émission télé où vous preniez effectivement la défense. C'était difficile parce qu'en face de vous, il y avait justement quelqu'un de Civitas. Est-ce qu'à ce moment-là, vous pouvez entreprendre de faire un peu d'humour avec eux, ou en tout cas de prendre à partie les gens qui sont autour de vous dans le débat, ou est-ce que c'est compliqué de leur parler avec humour à ces gens-là qui justement ne sont pas très réceptifs à l'humour justement? Disons que quand on fait une émission, comme j'étais en face en effet du chef Escada de Civitas, mélange de Tintin au Congo et de Godefroy de Bouillon avec petit physique de Goebbels un peu. C'est vrai que tout d'un coup on a deux préoccupations. Faire de l'humour avec lui, c'est impossible, mais on se dit qu'il y a des gens qui vous écoutent. Moi, la seule chose que je lui ai dit, qui est devenue une phrase qu'on a mis au rond-point, je lui ai dit on ne nous empêchera pas de croire, vous ne nous empêcherez pas de penser. Et c'est vrai que ça a été quelque chose qui l'a un tout petit peu déstabilisé. Mais c'est vrai, si vous voulez, que moi je suis toujours très étonné de voir que ce qu'on appelle, c'est un cliché, mais ce qu'on appelle la liberté de dire, la liberté de création, au lieu d'apporter la liberté aux gens, la liberté de se dire finalement on reçoit des choses qu'on n'entend pas dans des lieux tout petits que sont les théâtres, mais où parfois il y a de grandes idées. Parce que la démocratie, ça s'est inventé au théâtre. Donc parfois dans ces tout petits lieux, enfin dans ces lieux qui n'ont rien à voir avec la télévision ou les grands médias, il y a tout d'un coup des idées qui sont là et qui, je pense, sont des idées qui peuvent... comme ça, libérer les gens, dire qu'il y a d'autres cieux, que c'est pas foutu, qu'il y a d'autres planètes, qu'on peut aller ailleurs. Je suis toujours surpris de voir à chaque fois qu'il y a une ouverture, quelque chose qui apporte un peu d'oxygène, comment parfois les gens qui ont des masques à gaz et qui ne veulent pas d'oxygène se sentent mais plus que vexés. Parce que l'histoire de Golgotha Picnic, qu'est-ce que c'est? C'est simplement un jeune poète, enfin plus jeune, enfin un poète espagnol qui s'appelle Rodrigo Garcia, qui dit, franchement aujourd'hui, un extraterrestre, quelqu'un qui ne connaîtrait pas notre civilisation, entre sans savoir ce que c'est dans une église, c'est horrible. Il y a des gens crucifiés, des gens coupés en morceaux, des gens à qui on enlève des têtes, il y a des gens... Enfin, on mange le corps de clerc, on peut être totalement déstabilisé, on peut être totalement, violemment agressé. Donc, il disait ça en allant un peu plus loin, en parlant aussi de l'interdiction de mettre des préservatifs, etc. Donc, avec la propension du sida à travers cette religion. Il disait ça. Je pense que c'était quelque chose qui était libérateur. Et même, d'ailleurs, on a été, je le dis, soutenu par beaucoup de ce qu'on appelle des catholiques modérés. Beaucoup. Même des évêques sont venus nous voir, même un prêtre qui est venu nous voir en disant « merci de dire ça, merci ». Bon. Et puis tout d'un coup, même chose, humour, pas humour, folie, pas, il y a eu des gens qui ont décidé que si la France n'était pas blanche et catholique, ils allaient mourir. Et ils font des croisades. Et à ce moment-là, il n'y a plus de capacité de communication, il n'y a plus de capacité d'échange. On est dans l'hystérie la plus totale. On est dans une espèce de fanatisme, une espèce de, comment on dit, d'allergie qui se déclenche. Et là, faire de l'humour, c'est comme, je veux dire, cracher en l'air en espérant que ça fasse apparaître Dieu. Rien. Et donc, on est devant des gens, en effet, qui sont dans une posture, comme... Moi, je me souviens, j'avais une collaboratrice qui n'avait pas du tout d'humour. Alors, souvent, le matin, j'arrivais, je disais, oh, tu sais, François, ce matin, j'ai eu 400 coups de téléphone, j'en peux plus. 400, vraiment? Non, j'en ai eu 3, mais je disais 400... Voilà. Eh bien, si vous voulez, ce problème-là, on l'a tout le temps. Et avec ces gens-là, la difficulté,
c'est que finalement, la personne qui s'en sort le plus dans tout ça, c'est un peu comme aujourd'hui, c'est l'animateur. C'est-à-dire, c'est David Abiker qui tire les épingles du jeu en disant, vous voyez, moi, on m'écoute parce que voilà, à toi. Merci. Alors, je voulais vous soumettre un cas qui m'a laissé sceptique et qui a 15 jours. C'est l'installation, tu as commencé par Duchamp et peut-être qu'on va peut-être finir par Duchamp. McCarthy. C'est l'installation de la sculpture gonflée de McCarthy, place Vendôme, avec l'exposition Chocolate Factory à la Monnaie de Paris. Et donc, cet objet est présenté comme un sapin très stylisé que certains ont considéré comme un sextoy d'usage anal, et qui a été donc gonflé place Vendôme, qui a été ensuite dégonflé et qui a valu à son concepteur une ou deux claques, il me semble, pas quelque chose d'extraordinaire, mais quelque chose de symboliquement violent. Et je dois dire que je ne sais que penser de cette affaire, parce que il m'a semblé que l'acte de dégonflage, même mal intentionné, si on mettait de côté celui qui l'avait, ou ceux qui l'avaient perpétré, était peut-être aussi drôle que l'acte de gonflage. Et j'ai vu une partie du conseil municipal de la ville de Paris et d'autorités dire l'art passera dans Paris, etc., prendre ça, tout ça très très au sérieux. Et je me suis dit, mais alors, la subversion et l'humour de l'artiste, de quel côté ils sont? Est-ce qu'ils sont récupérés par le politique? Est-ce que le gars qui a dégonflé, il n'avait pas aussi des intentions malicieuses? Il se trouve que non. J'aurais préféré qu'il ait des intentions malicieuses. Le débat se terminera dans une dizaine de minutes. Merci. Merci. Il ne fait pas un boulot facile. Voilà, donc c'est une question que je vous pose sur la question de l'art, parce que la question de l'art, de l'audace, de l'humour, il y a des parallèles qu'on peut faire. Alors, on ne va pas discuter au fond de savoir si dégonfler c'était mal et gonfler c'était bien. Je pense que dégonfler c'était mal au final, mais en même temps, quand je vois qui a réagi, comment et ses indignations, je me dis que peut-être que Marcel Duchamp, en son temps, aurait dégonflé, sans être dans la manif pour tous. Oui, mais la vraie question est pourquoi place Vendôme, on enlève et on attaque un arbre de Noël qui ressemble à un sextoy, alors qu'on ne touche pas à la colonne Vendôme, qui est une énorme bite, au milieu de... Vous voyez, c'est ça la vraie question. Oui, il y a quelque chose là, il y a un bite, phallus qui est là, et personne ne dit rien. Oui, mais que Finalement, c'est le conflit de la bite. Celui qui avait posé Place la bite de la place Vendôme, il n'y avait pas eu Freud et on n'avait pas autant de recul sur l'éducation. Ne dis pas de mal de Freud, c'est interdit aujourd'hui. Mais je sais, j'adore Freud. Mais voilà, je ne sais pas, réagissez là-dessus. Alors, si vous n'aimez pas cette question... Il y avait autre chose à faire que dégonfler. Dégonfler, c'est saccager quelque chose, que ce soit beau ou moche, casser quelque chose, c'est toujours un peu con. Il serait monté au sommet, ou il serait débrouillé pour monter au sommet, pour mettre de la merde au sommet de ce plug anal. J'aurais trouvé ça très marrant. Et ça aurait prolongé l'œuvre. Charb a des idées. Mais parce que justement, les gens qui ont fait ça font partie de cette catégorie que vous récupérez. Parce que cette catégorie de gens qui n'ont aucun humour et qui sont dans une réalité contraire à tout ce qui pousse, dérange, ouvre, casse, etc. C'est absolument insupportable pour eux. C'est ce qu'on appelle les vrais réacs. Les vrais réacs. Oui, mais l'indignation est une victoire déjà. Ou des dégonflants. Des dégonflants. L'indignation est une victoire. En tout cas, ça restera dans les annales. Ça restera dans les annales. Mais Elle est très caca aujourd'hui, mais c'est pour les bébés. Exactement. C'est pour les bébés. FX. Non, il y avait un sujet qu'on n'a pas abordé qui m'intéressait. C'est ma faute. Ouais, c'est l'idée de l'humour et la sexualité, la liberté et la sexualité. Notamment le fait, il y a une petite polémique là dernièrement avec Florence Foresti qui disait que Beyoncé ne pouvait pas être féministe parce qu'elle chantait en culotte. Et j'avais eu un peu le même... moi, je voulais parler de la... peut pas être sexy et féministe aussi. Voilà, non, mais même drôle et sexy en même temps, etc. Par rapport à la Minute Blonde, moi, j'ai dû l'arrêter parce qu'il y avait une certaine porosité entre le personnage et moi. Et tout à l'heure, on parlait un peu des dangers de se mettre en avant avec un personnage qui... Toi, tu te caches derrière ta personnage, mais moi, mon personnage était tellement près de mon corps qu'à un moment donné, la dissociation était compliquée. Et je sais que si... Mais c'est vrai que vous avez un beau corps. Mais si j'ai eu un souci, par exemple, parce que pour rebondir derrière, j'ai dû arrêter le programme quand même. C'était quelque chose qui me tenait vraiment à cœur. J'ai dû l'arrêter parce qu'il y avait cette porosité qui était maligne, quoi.
Voilà, c'est le premier silence important. Depuis le début. Oh là, il y a des anges qui. Mais oui, non, mais moi je pense que les silences, ça fait partie de la zone d'incertitude et de l'audace. Oui, c'est le fondement du langage, le silence. Peut-être, tant mieux. Non, mais c'était une victoire, c'est une victoire de quelque part de ceux qui ont voulu que ça s'arrête, puisque ça s'est arrêté finalement. Et d'un autre côté, ça a été aussi une magnifique publicité pour emmener les gens à découvrir l'œuvre de McCarthy à la Monnaie de Paris, et qui est une exposition extrêmement ludique. Et donc, du coup, finalement, c'est une porte d'entrée vers l'œuvre de cet artiste. Voilà. Alors pour le coup, c'est assez. Enfin, l'exposition. Alors, si on dit c'est drôle, on peut se faire insulter par des grands théoriciens de l'art contemporain. Si on se marre, il y a des gars de la propagande. Alors là, pour le coup, de l'extrême, pas de l'extrême droite, mais de l'extrême art moderne ou contemporain, qui viennent vous dire c'est pas drôle du tout, c'est un révolutionnaire, etc. Faut pas que tu rigoles. Oui, mais là, les gens mourront. Enfin, toute théorie mourra de ne pas avoir d'humour sur elle-même. Là, il y a des très beaux textes de Freud là-dessus sur le fait que reste intemporel, passe à la postérité les choses qui ont la distance de l'humour. Et quand on ne l'a plus, c'est fini. C'est fini. Je pense que le Parti communiste en France a beaucoup continué beaucoup plus loin que les autres dans les autres démocraties parce que il y avait Marché qui était très drôle. Sans ça, il serait arrêté vraiment avant. Et c'est vrai que Marché a fait rire et le rire était un pont et il en jouait. On va conclure avec une question compliquée. Qu'est-ce que tu regrettes de ne pas avoir osé? Quelle est l'audace que tu regrettes de ne pas avoir eue ou qui te manque? L'audace qui manque, c'est quand tout d'un coup, on ressent une espèce de vent. Quand même, c'est vrai, le tsunami de contradictions, le tsunami souvent d'attaques qu'on a, quand on a la sensation, tout d'un coup, on dit « et puis merde, je baisse les bras ». C'est vrai que ces moments-là, j'en ai eu, j'avoue, je suis pas héroïque, mais c'est vrai qu'à ce moment-là, je m'en veux et c'est vrai que j'essaie de me reprendre. C'est pas du tout pour continuer à être une espèce de porte-drapeau de l'audace, c'est simplement parce que je crois que nos bêtises, on est la liberté, le rire, c'est un acte libertaire avant tout. Le rire, c'est quelque chose qui permet de vivre mieux, le grand rire. Et pour reprendre une phrase que je cite souvent d'Aragon, il dit qu'il a cité devant des étudiants justement à Barcelone. Il a dit qu'il était là et qu'il voulait continuer à creuser des galeries vers le ciel. Pas celui des intégristes, mais ce ciel où tout d'un coup, on peut peut-être un tout petit peu se dire que tout n'est pas foutu, qu'il y a d'autres espaces de respiration. Et je pense que c'est ça qu'on doit faire, et c'est ça qui, très égoïstement, nous permet d'abord de vivre nous, et ensuite de faire vivre les autres. Voilà. Charles. Alors moi, je ne regrette rien parce que tout ce que j'ai voulu faire, je l'ai fait, et tout ce que j'ai envie de faire le matin en me levant, je le fais. Dans le cadre de Charlie Hebdo, encore une fois, parce que évidemment, je participe de temps en temps à d'autres médias et c'est pas possible dans les mêmes conditions. Donc, il n'y a pas une audace que tu as envie d'avoir et que tu n'as pas encore eue, je sais qui pas, pourrait ne pas concerner d'ailleurs ton métier ou ton humour. Je pourrais la découvrir, mais non, franchement, non. Non. J'ai peur. Quelquefois, on paye le prix de ces audaces ou de la non-autocensure, mais c'est trop tard. La chose est faite, donc autant l'assumer. Il n'y a rien de pire que la personne qui s'exprimait librement, qui est fière de ce qu'il a fait, que ce soit sur scène ou en dessin ou en texte. Et puis, face au déluge d'insultes ou de menaces, non, je me rétracte, finalement, c'est pas ce que je voulais dire, je m'excuse auprès de tous les fans de Brassens que j'ai vexés. Mais non, tu t'enfonces encore plus. Et moi, je pense à Salman Rushdie, enfin, je ne sais pas si vous avez lu son bouquin sur toutes ces années où il était sous protection et toutes les démarches qu'il a faites pour essayer de convaincre le gouvernement iranien de revenir sur sa condamnation à mort. Et il s'en est beaucoup voulu de s'être un peu excusé, d'avoir fait un pas dans leur direction, parce qu'eux n'ont jamais fait le pas dans l'autre direction. Et plus il s'excusait, plus il était légitime de le tuer, puisqu'il reconnaissait un petit peu qu'il était coupable. Donc jamais se sentir coupable. Et bon, moi j'ai un petit problème avec Freud, c'est que j'ai aucun surmoi. Donc demain, si j'ai envie de faire une connerie qui va coûter cher, ça coûtera cher. Elle sera faite. Elle sera faite. Tu voulais ajouter une chose, par exemple, une chose que je trouve quand même assez audacieuse et dont je me félicite pas, parce que je me félicite de rien, mais aujourd'hui quand même, n'être plus que 3, dont je fais partie, à ne pas trouver François Hollande ignoble, c'est audacieux. Moi, j'adore François Fillon, donc voilà. Non, c'est pas vrai. Non, pour Frédéric conclure, Bell. non, moi une audace que tu n'as pas encore eue.
Non, mais je l'attends. Elle va arriver, je ne sais pas quand. Sereine. Oui, j'assume tout ce que je fais parce que c'est des audaces qui me semblent être nécessaires. La dernière que j'avais faite en réaction, j'allume la radio un dimanche matin, et j'entends un homme qui est d'Enfer Rochereau qui dit « Il faut que les femmes sachent que leur corps ne leur appartient pas ». Sur quelle radio? Sur France Info, voilà, c'était sur les anti-IVG. Ouais. J'ai fait, voilà, j'ai eu quelques remarques désobligeantes, mais j'ai eu aussi pas mal de choses positives. Et en fait, j'ai mis un bout de corps nu avec une bouche sur le sexe, comme ça, et j'ai marqué j'emmerde profondément et sérieusement ceux qui pensent avoir un droit sur mon corps, signé ma chatte. Et c'était une sorte un cheval de Troie. Les hommes l'ont retweeté parce que c'était pour eux, parce qu'ils sont tombés dans le piège, et ils l'ont retweeté. Et voilà. Et ça a créé après d'autres selfies de filles qui s'écrivaient sur le corps, etc. Mon corps, mon droit. Et non, moi je serai toujours là dès qu'il y a quelque chose qui m'irrite. Sincèrement, j'étais à 2 doigts de descendre pour aller le taper. Je me suis dit, je vais le taper. J'habite pas très loin d'Enfer Rochereau, je vais le taper. Et je me suis dit, non, on peut faire plus intelligent, on peut faire plus fort. Et voilà, tant que je serai dans mon pays, je me battrai contre ceux qui veulent m'enlever mes droits, qui sont acquis, et je compte bien les garder. Voilà. François-Xavier, est-ce que tu as songé à mettre sur tes parties génitales une fourrure de castor? J'y pense tous les jours, mais je manque C'est une cruellement audace que tu ne t'es pas encore autorisée. Ce que Bigard a fait, d'ailleurs. Il avait pris une moule. J'y pense tous les jours. Je dirais que mon média et autres, c'est pas mes testicules qui sont les plus... Qu'est-ce que c'est? C'est le talkie-walkie. Talkie-walkie, une expression que les moins de 25 ans ne connaissent pas, hein, faut le savoir. Hein. Ça fait un coup de vieux. L'autre jour, j'ai dit on va en discothèque. Et là, on m'a dit pardon, qu'est-ce que boîte de nuit aussi, voilà. Non, mais il y a un contexte. Alors que Jean Villard, tout le monde connaît. Hein. Oui. Je dirais qu'il y a un contexte quand même où il n'y a plus vraiment de global, où on est sur la petite phrase, on est sur ce que Michel Serres, je vais être très sérieux, appelle l'hystérie médiatique, c'est-à-dire tous ces tuyaux qui doivent avoir du remplissage. Donc on fait des effets de loupe sur des petites choses qui, sorties de leur contexte, prennent une proportion et souvent le contraire de ce qu'a voulu dire la personne. Donc il faut faire attention aussi à ce contexte. Donc quand on fait les métiers qu'on fait, on est souvent maltraité un peu par la petite phrase, par le alerte info, vous savez, avec les banderoles. Je n'aime pas Frédéric Bell, tac, aurait dit un tel, alors que c'est pas vrai, tu vois. Mais donc il y a un contexte. Moi, c'est vrai que j'ai parfois eu un peu de découragement, mais quand effectivement, voilà, vous avez des films, des choix que vous faites qui vous semblent importants, comme ce film qu'on avait fait avec Laurent Lafitte et Guy Bedos, sur un film qui s'appelait Moi, Michel G, milliardaire maître du monde, qui est un faux documentaire sur un milliardaire que moi je trouve très drôle, que personne n'a vu apparemment. Si, Charlie Hebdo était partenaire, on l'a soutenu. Oui, Charlie Hebdo, ben voilà, Charlie Hebdo était là. Ce qui n'est pas bon signe pour la sortie d'un film apparemment. C'est pas bon signe pour Charlie Hebdo non plus, qui a des problèmes financiers. Donc voilà. Charles fera une quête après, hein, parmi vous. On fera une quête. Mais en tout cas, merci d'avoir été partenaire sur ce film, effectivement. Mais c'est un des films, finalement, dans ma filmographie, dont je suis le plus fier. Et finalement, c'est celui qui fait sans doute le moins d'entrées. Et peut-être le plus audacieux. Peut-être. Donc, ce qui serait formidable, c'est qu'on soit tous audacieux, les spectateurs aussi, et que vous alliez voir les films audacieux. Comme ça, on va être une nation d'audacieux. De toute façon, ce serait pas mal comme programme, une nation d'audacieux, finalement. Notre père qui est audacieux. On y va? Est-ce que, remarque, finir sur un mauvais calembour, c'est assez audacieux. Ouais. Mais justement, l'audace, c'est aussi de faire des mauvais calembours en public et de se planter. Moi, je suis d'accord que le mauvais goût fait partie de l'audace. Oh. Allons-y. Oui, je suis d'accord. Et je te remercie d'en avoir été un exemple magnifique. Moi, je suis un bon faire-valoir. Ouais, c'est vrai. C'est l'heure de la conclusion. Merci à vous tous. Je vous demande...
d'applaudir François-Xavier de Maison. Je vous demande de vous ruer dans les kiosques pour soutenir Charb et Charlie Hebdo. Je vous implore, mais il n'en a pas tant besoin que ça, même s'il en a envie, d'aller au Théâtre du Rond-Point, où il y a une programmation d'enfer tout le temps. Si vous avez aimé les mots qu'il a dit, vous pouvez dépenser un peu de sous pour les mots qu'il aime. Voilà. Et puis, last but not least, elle est formidable dans le dernier film où je l'ai vue, qui est Qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu, où elle a d'ailleurs pas un rôle si drôle que ça, plutôt d'empêcheuse de tourner en rond. Frédéric Bell, merci. Je vais demander aux 8 étudiants qui ont posé les questions et qui ont donné un peu d'ossature, de profondeur à ce débat que j'étais incapable de porter, de se lever pour que je les applaudisse, moi. Merci aux Cités de la Réussite, merci aux Audacieux et merci à vous. Ciao.